Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du DH20, le classement des 20 meilleurs joueurs de la NBA, du Dunk Hebdo NBA podcast, l'avant-dernier épisode du mois DH20, avec aujourd'hui les joueurs classés 4e et 3e. Avec moi aujourd'hui pour cet épisode, un nouveau trio. Et oui, le DH20, c'est une rotation incessante. Il y a pas de joueurs de banc, il n'y a pas de 5 titulaires, tout le monde tourne. J'ai donc avec moi Madiane et Tom. Je vais commencer par Madiane. Comment ça va aujourd'hui? Eh ben, ça va très bien. Samedi soir calme pour pouvoir enregistrer le dimanche le plus tôt possible. Oui, on enregistre très très tôt. Autant cet horaire m'arrangeait quand j'étais en décalage horaire, autant je commence à reconsidérer cette option quand je suis aux horaires français. Comment ça va, Tom? Ça va très bien, écoute, hein, les horaires de daron, de père de famille. Exactement. Les horaires où on prend le chocolat chaud le matin, on peut limite aller à la boulangerie chercher son croissant. C'est En ça. tout cas, avant de commencer, on vous rappelle de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, mais aussi sur YouTube. Vous avez été beaucoup à le faire, donc merci pour voir les petits graphiques résumés. Et justement, ils ont beaucoup d'intérêt à ce moment-là du classement parce que les résumés du classement sont de plus en plus longs. Parce que justement, on doit résumer de 20 à 5, donc parfois on peut s'y perdre. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube. Et pour ceux qui nous découvrent, on le sait que c'est le cas à chaque épisode, on vous encourage vivement à aller écouter tous les épisodes du DH20 pour comprendre un peu notre fonctionnement et notre manière de comprendre le classement. Allez, si vous n'avez pas le temps de tout écouter, mon gros conseil serait quand même d'aller écouter le premier pour comprendre la manière dont on classe, le début du premier au moins parce que effectivement, une fois qu'on a ces clés de lecture là, c'est beaucoup plus simple de comprendre le DH20. Place au rappel du classement parce que ça c'est un peu long et je vais prendre une grande respiration. À la 20e place, nous avions donc De'Aaron Fox, 19e James Harden, 18e Jaylen Brown, 17e Paul George, 16e Bam Adebayo, 15e Ja Morant, 14e Donovan Mitchell, 13e Shai Gilgeous-Alexander, 12e LeBron James, 11e Anthony Davis, 10e Damian Lillard, 9e Kevin Durant, 8e Joel Embiid et la dernière fois, nous vous avions parlé de Devin Booker, 7e, 6e Jason Tatum et 5e Jimmy Butler. Avant de révéler le nom du quatrième, du joueur qui se classe à la 4e place de ce DH20 2023, petite question en préambule, les gars. Dans la plupart des classements, alors il y a 2 exceptions, dont une présente ici, mais dans la plupart des classements, il y a eu un découpage assez net entre les 2 premiers, qui étaient dans un groupe séparé, le 3 et le 4 dont on va parler aujourd'hui, qui étaient dans un groupe séparé, et les restes. Est-ce que selon vous, on rentre maintenant, je vais commencer avec toi Madiane justement, dans le groupe des mecs qui prétendent vraiment au titre officieux de meilleur joueur du monde? Est-ce que là on rentre vraiment aujourd'hui dans l'épisode des joueurs qui peuvent prétendre à ce titre-là? J'aurais du mal du coup à le dire parfaitement sur Stephen Curry, étant donné son âge, son passé, etc. Son pic est déjà passé. C'est pas lui faire offense, mais il l'a été forcément à certaines périodes de sa carrière. Euh, Malgré tout, c'est vrai que sa carrière est incroyable. Donc lui, c'est quelqu'un qui était plus ou moins dans ce statut à certains moments de sa carrière et qui là est juste en dessous, mais pas très loin. Et pour Doncic, oui, sur une campagne de playoff victorieuse, qui pourrait dire non à un Luka Doncic meilleur joueur de la NBA? Donc ils sont pas loin. Ça dépend souvent de leurs derniers accomplissements à date qui peuvent faire la bascule en fonction de comment performer les joueurs au-dessus. Tom, ton avis là-dessus, est-ce qu'on rentre dans la catégorie des joueurs? Moi, pour donner mon avis sur cette question, pour moi là on rentre dans la catégorie des joueurs où je l'entends. J'ai un premier, il sera différent peut-être de certaines personnes, mais pour moi là, tu peux me dire qu'un des 2 joueurs d'aujourd'hui est le meilleur joueur du monde, j'entends l'argument. Oui, voilà, c'est des joueurs qui ont des pics vraiment de meilleurs joueurs du monde et quand ils ont des gros matchs, enfin, quand ça arrive, ils ont des gros matchs et ils performent très très bien. On va revoir cette phrase, oui, il y a combien de joueurs qui sont meilleurs qu'eux. Et au final, c'est vrai que c'est ce qui va faire la différence peut-être avec ceux qui sont plus hauts, c'est la fréquence à laquelle ils arrivent à avoir ce niveau de rayonnance qui fait qu'ils sont qui peuvent être vus comme les meilleurs joueurs du monde. Et la deuxième chose, c'est que je pense que ce sont des joueurs qui sont totalement dépendants du niveau de leur équipe et des parcours de leur équipe pour monter ou pour se stabiliser, quoi. C'est-à-dire que d'un point de vue individuel, ces joueurs-là, ils ont plus rien à prouver. Et en fait, si l'une de ces 2 équipes, par exemple, avait fait un long parcours en playoff,
ce serait pas choquant que l'un des deux aurait été dans le tiers du dessus. Eh bien, on va démarrer. Et justement, ça, c'est une problématique. Je sais qu'Adrien aime bien dire on note des joueurs individuellement dans un sport Ouais, collectif. ouais. Et on va justement le voir avec le nom du quatrième, qui est Luka Doncic, qui se classait 7e en 2020, 5e en 2021, 5e en 2022. Il a donc gratté une place. Euh, il y a une notion collective dont on va revenir à la fin parce que quand on regarde un peu l'histoire entre guillemets du DH20, il est très dur de monter très très haut s'il n'y a pas de succès collectif à un moment. C'est un peu la limite de l'exercice. Mais moi, j'aimerais vous poser une question en préambule aussi. C'est par rapport à notre biais peut-être pro Luka Doncic. On l'a constamment au-dessus du classement des auditeurs et on l'a constamment, j'ai envie de dire, au-dessus de la moyenne NBA. Quand on regarde d'autres classements d'analystes, etc., je remarque qu'on a constamment Luka Doncic au-dessus. Tom, je vais te renvoyer la balle. Est-ce que tu as une explication à cela? Pourquoi on est si sensible au cas Luka Doncic? Alors, je pense qu'il y a trois éléments pour ça. Le premier élément, c'est la façon dont on valorise généralement le volume. Luka Doncic, c'est un joueur avec énormément de volume, voilà, 40% d'usage. Et on est dans le centième centile, il n'y a personne qui fait plus en NBA. Du coup, on accorde, je pense, pas mal de valeur à la capacité d'absorber du volume et de la charge, même si parfois l'efficacité est un peu en dents de ça, en dents de scie, pardon. La deuxième chose, je pense que c'est aussi la valeur du playmaking. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, hein, c'est quelqu'un qui est dans quasiment le centième centile, du coup, à l'assist percentage, puisque c'est littéralement le système de jeu de son équipe à travers les années. Et même si on lui rajoute des profils ball handler à côté qui sont plus dans le scoring, ben le jeu, c'est lui qui détient toutes les clés du jeu. Et la troisième chose, je dirais, c'est que ça va être la valorisation qu'on a, entre guillemets, de la défense pour ce type de profil. Là où peut-être que pas mal d'autres personnes vont peut-être le pénaliser pour ça, nous, on est un petit peu plus laxiste sur la défense pour les ball handlers qui ont un tel volume de responsabilité. Je dirais que ça va être ça qui va faire que on l'a généralement plus haut que la moyenne. Qu'est-ce que vous en pensez? T'as tout dit, je pense. Vas-y, Madiane. Il y a aussi, justement, par rapport au fait, au volume, etc., il y a quelque chose aussi de très étonnant par rapport à Luka Doncic, c'est la précocité des performances historiques qu'il a faites en playoff, parce qu'on a souvent le critère playoff en tête lorsqu'on fait ce genre de classement, et c'est un biais c'est une façon de classer comme une autre, mais du coup, les playoffs ont quand même beaucoup d'importance pour nous. Et en playoff, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments en sa faveur, où avec une équipe qui n'était pas forcément sur le papier la mieux armée, ben, il était quand même le meilleur joueur sur le terrain. Et quand tu es le meilleur joueur sur le terrain dans la série, forcément, bah, même si tu as un Kawhi Leonard en face, c'est un très bon exemple, mais après, je me vois mal derrière classer un Kawhi Leonard au-dessus de Luka Doncic, rien que parce que quand les deux étaient sur le même terrain, j'ai jamais eu l'impression que Kawhi avait la main sur le match comme Luka l'avait. Bon, ok, bon. Ça se défend. C'est Je rajouterais peut-être le fait que, alors ça dépend, parce que les critères sont différents. Encore une fois, on vous invite à aller revoir le premier épisode. Je rajouterais que globalement, on n'est pas dans une approche de... On essaye de classer les meilleurs joueurs sans classer la faculté à construire autour d'eux. Même si c'est un débat qu'on a eu dans l'épisode sur Joel Embiid, par exemple, c'est quelque chose qu'on compte moins. Et du coup, je pense que ça, c'est un élément qui peut faire baisser Luka, parce qu'il y a des questions autour de la charge de Luka, autour du fait, on va en parler, qui off-ball, il est parfois un peu douteux, voire très douteux, et tout ça peut rentrer en considération. Je voyais le classement de Ben Taylor, et qui est le gourou. C'est le meilleur surnom qui est trouvé constant, on le salue, qui est, alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un analyste NBA de la chaîne Thinking Basketball, qui a beaucoup de points intéressants, mais c'est vrai qu'il a un peu parfois porté comme la voix de la vérité sur certains débats NBA. Et quand il faisait son classement des meilleurs joueurs NBA, lui en l'occurrence, une des problématiques quand t'écoutais la section Luka, c'était le fait de construire autour de lui. Et là, pour moi, c'est un désaccord, c'est-à-dire pour moi, ça rentre à la marge dans le débat du meilleur joueur, en fait. C'est pas tellement, pour moi, c'est pas dans le débat du meilleur joueur de se dire à quel point tu peux construire autour de lui, parce qu'autrement, tu transformes le débat un chouïa, selon moi. C'est vrai que
c'est vrai que historiquement, tu vois, notamment par rapport à la scalabilité, c'est quelque chose qui est entre guillemets intéressant quand tu construis autour d'un joueur, quand tu mets des pièces autour de lui. C'est quelque chose qui pour nous a dans ce type de classement a peu de valeur. C'est pour ça que historiquement, on a eu très peu de Klay Thompson, par exemple. Mmh. Exactement. Et c'est d'ailleurs ce qui peut parfois faire que sur les fins de classement, c'est un élément qui peut parfois nous mettre du coup en désaccord avec certaines personnes. Mais encore une fois, ça, je sais que par exemple quelqu'un comme Adrien va le prendre un peu en considération. Il Oui, a déjà dit. Donc encore une fois, il faut bien comprendre. On le répète à chaque fois que le DH20, c'est un agrégat de plusieurs classements différents. Donc on n'est pas tous d'accord sur ces choses-là. Euh, du coup, intéressons-nous au joueur Luka de base. Tom, tu es en gros celui qui a fait plus ou moins cette trame, donc je vais lancer ma Diane. Petite fin sur la première question. Euh, numéro 1 des porteurs de balles, loin devant les autres, point d'interrogation, est-ce que c'est le meilleur porteur de balles NBA, du coup, Madiane? À son volume, je ne vois aucun porteur de balle NBA avoir la même efficacité, ce qui est une nuance. Certes, je pense que sur des courts volumes, il serait peut-être pas aussi brillant que d'autres. Par contre, à son volume-là, je pense que personne ne peut se targuer de maintenir un tel volume et une telle efficacité. C'est ça qui est un peu hallucinant chez le joueur, c'est toujours de se dire que tu puisses être efficace à court terme avec la balle. Ça, je pense que beaucoup plus de joueurs NBA peuvent le faire, tout simplement parce qu'il y a le facteur fatigue, il y a le facteur aussi ajustement de la défense, parce que quand un joueur relance le même jeu à chaque fois, quand c'est tout le temps le même joueur, ben, on peut s'adapter, on peut trouver des solutions. À ce volume-là, personne ne peut le battre. À des volumes plus faibles, là, je suis plus ouvert à la discussion, mais à ce volume-là, personne ne peut le battre. Et c'est surtout l'efficacité qui est un peu choquante, parce que quand on regarde son efficacité sur ces trois principaux types de jeux, donc ça va être dos au panier, ça va être pick and roll ball handler. Bah, en fait, à chaque fois que je regarde ces play types les plus joués, il est dans le dernier 20% à ce volume-là de jeu. C'est-à-dire que il est à 84, 85% sur ses, voire même 90 sur le pick and roll ball handler, alors que c'est un truc qui fait à 34% de fréquence et 40% d'usage. Ce qui n'a aucun sens en fait d'être aussi efficace à ces volumes-là. Et là, vraiment, pour moi, Luka Doncic est imbattable. Être à 90% de percentile, donc c'est-à-dire qu'il y a seulement 10% qui font mieux, peu importe leur échantillon de prise, et que lui, il joue le pick and roll à 34% avec 40% d'usage, donc il fait ça 10 possessions par match, aucun sens. Vraiment, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça serait donc le meilleur homme orchestre. C'est ça, Tom? oui, un peu de ça. Et puis il y a quelque chose que je retiens, deux choses que je retiens dans ce que Madiane a dit. Tu vois, les play taps qu'il a énoncés, ce sont pas des play taps qui sont typiques. C'est-à-dire que tu as la version pour l'intérieur qui va être le jeu en post-up et il est très haut placé là-dessus. Et tu as le jeu en pick and roll ball handler du coup où c'est le poseur d'écran. Je trouve que ce qui le rend aussi fort, c'est la diversité avec laquelle il arrive à casser les défenses. Je pense qu'il n'est pas encore totalement au niveau Jokic parce que tu vois par exemple, généralement quand tu vas doubler Luka Doncic, il y aura un 3 points dans le corner ou un shoot très proche qui a de grandes chances de rentrer. Là où par exemple des gars comme Jokic, enfin Jokic seul, quand tu doubles Jokic, généralement c'est un dunk ou un lay-up. C'est ce qui se passe. C'est un dunk, il arrive à trouver un dunk ou un lay-up. Et je trouve que bah ça c'est des choses, ce sont des qualités qui sont importantes pour Luka Doncic. On a parlé de la diversité, la taille, la capacité à exploiter des mismatchs, la capacité à les choisir et à chasser des mismatchs de son propre fait. Et je trouve que voilà, c'est quelqu'un qui, même dans ta construction d'équipe quand tu es adversaire, tu sais que tu as Luka Doncic, il te faut un joueur à mettre sur lui. Et je trouve que c'est quelqu'un qui peut arriver à compromettre l'équilibre d'une équipe adverse tout simplement parce qu'il te force à mettre un personnel sur lui pour le défendre. Et du coup, tu peux potentiellement t'affaiblir offensivement si tu dois mettre des gens en défense sur lui.
C'est là où je suis plutôt d'accord, c'est que notamment le post-up, c'est assez marrant quand on va voir les stats de post-up où tu vois le nom des joueurs et puis tout à coup Luka Doncic. Tu vois, tu dis qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai qu'il joue post-up sur 11% de ses possessions et moi ce qui me marque plus sur son post-up, c'est on voit la puissance du joueur en fait, c'est-à-dire que il doit être défendu par des mecs qui seraient anciennement des postes 4 quoi, ou des postes 3 très très importants, et c'est des mecs face auxquels il a plus de vivacité. Il y a beaucoup de critiques sur l'aspect physique de Luka. Moi, je tiens quand même à noter que de base, il y a du volume, première chose, ça a été dit. Deuxième chose, les post-up, c'est des possessions dures. Les ISO sont des possessions dures. Ouais. Les pick and roll Bonhandler sont des possessions dures parce que mentalement, elles t'oblige à réfléchir à la manière de les attaquer, même si je pense qu'au niveau de Lucas, c'est automatique, la manière dont il les attaque. Mais en fait, il a un jeu qui est physiquement extrêmement exigeant, et moi je trouve que la capacité à dominer et à montrer qu'il n'y a pas tellement de match-up contre lequel il est en difficulté en fait, parce que même les joueurs qui sont à sa taille, il va les pousser au poste. Il a le premier pas. Alors il n'a pas le meilleur premier pas du monde, mais le premier pas est suffisant pour déborder des joueurs un peu plus grands. Donc effectivement, moi c'est en termes de d'homme orchestre, c'est le numéro un, je pense. À son volume, je serais d'accord avec toi, Madiane. Et je pense aussi que c'est, en termes de porteur de balle, je pense que c'est le numéro un dans la diversité des options qu'il t'offre. Alors, Ouais. on en parlera quand, spoiler alert, Nikola Jokic est dans l'épisode suivant. Voilà, ça c'est spoilé. On en parlera, c'est un style un peu différent en termes notamment de temps de possession en fait. Lucas, on est vraiment dans un joueur qui a un temps de possession long, qui Énorme. va et vraiment garder la balle. De toute façon, c'est une stat où il est 1 ou 2 depuis son entrée en NBA carrément, depuis tout simplement. Mais on est peut-être dans un style un peu différent de porteur de balle qui penche encore vers l'héliocentrisme, peut-être. Euh, ce qui est en plus très intéressant par rapport à justement son jeu offensif, c'est que on parle de son physique et c'est pas de la prise de vitesse quand il va battre en fait son défenseur, c'est pas exactement sur la vitesse. En fait, il maîtrise le tempo de ce qu'il fait du début à la fin. Donc finalement, c'est pas parce qu'il va vraiment plus vite que son vis-à-vis qu'il va réussir à le battre, mais c'est parce qu'en fait, il est tellement techniquement précis qu'en fait, c'est son changement de tempo par rapport à un tempo qu'il maîtrise du début à la fin qui va souvent en fait prendre à défaut la défense. Et on peut le voir aussi sur le pick and roll où il a quand même une faculté à trouver les joueurs qui ne sont pas couverts parfaitement par les rotations de la défense. Pourquoi? Parce qu'en fait, il peut lâcher la passe à plusieurs instants qui en fait sont tout le temps différents de possession à possession. Donc en fait, t'as beau essayer d'avoir tout le temps un plan anti-Luka Doncic, lui en fait s'en fout dans sa possession parce que le moment où il peut lâcher la balle n'est pas régulier, il n'a pas la même façon de le jouer systématiquement et va souvent aller chercher la passe à différents instants de la possession et dans des modalités à chaque fois différentes. Et ça rend le jeu très difficile à lire pour les défenses adverses. Et ça, c'est une de ses grandes qualités. Mhm. On a On a beaucoup parlé de Luka avec le ballon. Parlons de lui sans ballon. Est-ce que c'est le point noir offensivement, Tom? Bah oui, aujourd'hui, après, c'est vrai qu'à sa décharge, il est rarement dans une situation où il va être, on va dire, enfin, généralement, les possessions où Luka n'a pas le ballon sont pas des stratégies forcément du coach. C'est juste que, voilà, ce sont des possessions off où il profite pour se reposer parce qu'encore une fois, la charge offensive et le volume qu'il doit assumer avec, du coup, des actions qui sont exigeantes puisqu'il porte beaucoup la balle, bah, du coup, il a besoin de entre guillemets, ses possessions off et du coup, la majorité des actions où il a pas la balle, il est pas une menace. Et c'est peut-être ça c'est ce qui fait la différence avec l'autre joueur qui est dans son tiers. Et c'est aussi, je pense, peut-être quelque chose qui peut aller. C'est des choses sur lesquelles il peut aller chercher encore un petit peu plus de son plafond. Là, il a un ball handler qui a des capacités d'élimination élite avec lui. Donc, à voir si ça va un peu développer son jeu handball et notamment, tu vois, permettre qu'il puisse recevoir des ballons beaucoup plus près du cercle. Tu vois, on a parlé de l'avantage physique, de sa capacité à jouer du post-up. Et en fait, ce qui est marquant avec le post-up de Luka Doncic, le post-up, il l'utilise pas uniquement pour scorer. Il l'utilise souvent pour
pour trouver des joueurs sur des kick-outs parce que quand Luka Doncic fait un post-up, il y a forcément ça double forcément sur lui. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait le faire passer vraiment à un stade supérieur et qui pourrait lui permettre du coup, même en jouant plus de minutes, ben d'avoir quand même on va dire un plus gros impact sur le match ou du moins un plus gros impact sur la défense sans forcément toucher la balle. Est-ce que par rapport à ça, moi je réagirais juste par rapport à Lucas sur le fait que je me demande encore une fois si, en faisant un parallèle avec Trae Young, si c'est pas des victimes de leur manière dont ils ont été élevés un peu en NBA en étant ultra responsabilisés très tôt. Et je me demande à quel point j'ai moins de questions physiques par rapport à Luka, mais j'ai des questions en fait en termes d'habitude. S'il a pas pris l'habitude d'avoir le ballon 10 minutes par match dans les mains, et est-ce que c'est pas un peu ça le problème? Les gars, si on continue à parler du jeu de Luka, mais si on ressort un peu de ça, on peut voir que c'est un joueur qui en gros gravite autour des mêmes places globalement. Il était 7e, 5e, 5e, 4e. Est-ce qu'on n'arrive pas un peu à la limite de l'exercice, c'est-à-dire que historiquement dans le DH20, il n'y a pas de joueur qui rentre top 2, top 3 sans avoir Sans playoff. sans playoff, voire tu ne peux pas atteindre la première place sans avoir de titre auparavant. En fait, malheureusement, quand on regarde le premier du DH20, le mec a toujours eu un titre et souvent dans les trois années précédentes. Enfin, il y a un titre dans la même timeline pour l'instant. Est-ce que c'est pas un peu ça la limite pour l'instant du classement de Luka Doncic, Madiane, c'est que il n'y a pas les résultats collectifs et que on l'a déjà dit dans l'épisode, je crois, sur Embiid, il y a une difficulté à juger les joueurs en dehors de leur contexte, en fait. On est rattaché au contexte, malheureusement. Oui, on est toujours attaché au contexte et quelqu'un, par exemple, moi je reprends l'exemple de Giannis. Giannis, il commençait à faire des saisons historiques, mais il y avait des gadins en play-off qui forcément, du coup, l'empêchaient d'accéder au Graal. Et finalement, il a réussi à se classer premier qu'une fois qu'il a dépassé ce plafond et qu'il attrape son titre. Et pour Luka Doncic, ça va être la même chose parce que il peut faire et on voit qu'il fait des performances historiques en play-off, mais sans un titre, est-ce que on sera pas tout le temps en train de les relativiser en disant oui, bon, ok, c'est historique, ces stats n'ont aucun sens, mais il se fait sortir en demi, en finale de conf. Je Ou pense même des que finales NBA, tu vois. s'il arrive, oui, mais tu vois, alors là, je mettrais la nuance là, c'est que peut-être en fonction de comment tu sors, si tu arrives en finale NBA, mais que tu as aligné tout l'Ouest sur des perfs historiques et puis tu tombes en finale, mais bon, c'est des limites collectives qui font que tu tombes, peut-être que tu peux commencer à envisager. Avant, ça va commencer à être difficile parce que ça voudra dire quand même que bah, ton jeu, ta façon de faire, et puis oui, ton contexte font que ça passe pas, et forcément, ça nous mettra des bémols dans le classement. C'est un peu la limite d'un classement individuel dans un sport collectif. Tom, je t'ai vu quelques fois tiquer. Est-ce que tu es en désaccord avec ça? Euh, un petit peu, mais pas totalement, tout simplement parce que, tu vois, par exemple, l'année dernière, l'équipe fait finale de conf, il augmente un petit peu. Cette année, ils font pas de playoff et ils gagnent quand même du terrain. Alors oui, il y a peut-être du fait que certains joueurs en haut ont chuté, ou du moins la façon dont les tiers sont faits. Mais il est arrivé à se maintenir dans un certain tiers. Mais tu vois, il a pas eu ce malus du coup de pas de playoff, je trouve, dans le classement, Mm. puisqu'il est quand même dans un tiers il est quand même dans un tiers très haut, quoi, au Ce final. qui est Et tu presque peux, une anomalie pour nous, parce que vu qu'on valorise les playoffs, on a laissé monter un joueur dans nos classements de manière collective sans qu'il ne réussisse à s'y qualifier. Je pense que on valorise, tu l'as dit en introduction, Madiane, le fait que Luka ait toujours eu des perfs en playoff monstrueuses, c'est quelque chose qu'on valorise beaucoup, première chose. Deuxième chose, je pense que l'argument playoff est beaucoup plus prégnant chez les joueurs qui sont ric-rac des H20, qui sont entre, on va dire, on parlait d'un top 12, bah, les mecs qui sont en dehors du top 12, certains sont pas ric-rac des H20, mais en gros, les mecs en dehors du top 12, chez eux, l'argument playoff va être beaucoup plus valable. Si demain, euh, Jokic, Giannis, Doncic, Curry, je sais pas, Butler, Tatum, un des 6 rate les playoffs, il est top 10 des H20 l'année d'après. Enfin, il y a pas de, il il y a un moment où il y a un niveau tel de ces joueurs-là qu'ils ont leur place plus ou moins assurée, quoi. Après, là où pour Doncic, je pense que c'est différent des autres,
c'est que ce tiers-là, c'est son plancher, en fait. C'est ça. C'est ça, ce tiers-là, c'est son plancher par rapport à tout ce qu'il fait. Après, il y a toujours moyen de faire mieux, notamment pour aller gratter des choses à l'efficacité, mais ce tiers-là, par rapport à son volume de responsabilité et la façon dont globalement on juge des choses, ce tiers-là, c'est son plancher. Et avec les playoffs, il peut aller que plus haut, hein. Et en vrai, si il avait fait la même saison et qu'il y avait eu des playoffs où il y avait eu même, tu vois, une finale de conf, je suis pas sûr qu'il soit pas premier Oui, les deux, je pense. ou deux. Je pense que si on regarde le même scénario de saison, je pense qu'il aurait été 2, mais il serait monté, ouais. C'est un impact qui peut être critiqué, hein. J'entends que c'est un angle sur lequel on peut être critiqué, mais Ouais. il y a un moment, en fait, vu que le niveau de compétition est tel que ça révèle, en fait, c'est un tel révélateur, les playoffs à haut niveau, que c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant. Pour terminer, peut-être, on parle souvent des pistes pour que le joueur s'améliore. Est-ce que, augmente son classement? Alors, on a parlé de l'angle collectif. On a parlé un peu de cette capacité off-ball. Je sais que Tom, t'avais mis ça dans les questions aussi. Est-ce qu'on serait pas influencé par l'attitude, le comportement sur le terrain de Doncic? J'aimerais bien que tu m'expliques cette question parce que moi, je l'ai compris peut-être comme sa capacité à prendre des techniques, le fait qu'il a l'air agacé, etc. Est-ce que c'est ça? Je pense que c'est un joueur qui est magnifique à voir jouer, mais qui peut frustrer de temps en temps parce que c'est pas je pense que pour les arbitres, c'est pas un joueur très agréable. C'est quelqu'un qui se plaint beaucoup. Je pense que, enfin, inconsciemment, tu vois, quand tu vois Luka Doncic, tu retiens le joueur magnifique que c'est, mais chaque fois, il est là à discuter un call. Parfois, il revient pas en défense pour discuter avec l'arbitre. C'est un joueur qui Il est s'agace chafouin. vite. Voilà, il s'agace vite. Et on l'a vu par exemple lors des championnats du monde. Voilà, il discute. Enfin, la Slovénie n'était pas forcément une équipe agréable à voir, tout simplement parce que ça discutait beaucoup avec l'arbitrage. Il s'est fait sortir. Il peut se faire sortir des matchs tout simplement en rentrant dans un jeu, en prenant des techniques un peu bêtes, quoi. Donc, je pense que peut-être inconsciemment, ça joue dans le fait que voilà, t'es talentueux, mais arrête de tout discuter, quoi. Je pense qu'il y a peut-être un petit côté agacement, je pense, sur ce côté-là de son jeu qui peut, je pense, déplaire à certaines personnes. Faut noter, je te donnerai le mot de la fin, Madiane, que si on regarde le classement des auditeurs, il est 4e, Luka, mais il y a une vraie, pas une cassure, mais il est vraiment devant Joel Embiid, qui était 5e des auditeurs, mais il est vraiment derrière le 3e qui va arriver. Il y a vraiment une vraie différence, donc c'est vrai qu'il est clairement 4e, là où, c'est bon à préciser, chez nous, il a égalité en fait. C'est-à-dire que, alors je récapitule le DH20. Donc le DH20, c'est les 7 classements des membres du podcast, plus celui des auditeurs. Si on prend uniquement les 7 classements des membres du podcast, il y a égalité. En fait. Il y a égalité entre 3 et 4, et c'est le classement des auditeurs en fait qui a venu casser cette égalité-là et qui a permis au numéro 3 de se classer devant Luka. Le mot de la fin sur Luka. Madiane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? C'est qu'on a beaucoup parlé de Luka chef d'orchestre, mais c'est aussi Luka ISO qui existe aussi, et il a cette capacité, mais moi je trouve que c'est une partie de son jeu que j'aime le moins. C'est que notamment, oui, bon, ça reste relativement efficace, mais au pull-up, il y a que 2 joueurs qui crèvent le plafond, et ils sont 3 et 4. Mais Luka Doncic, c'est quand même 459 pull-up derrière la ligne à 3 points cette saison, avec 34,4% de réussite. C'est un volume énorme, enfin 459 pull-up, et c'est pas là où il maximise son efficacité. Il a une bonne efficacité à l'ISO, mais moi je tique toujours quand un joueur a autant d'usage et ne laisse pas suffisamment aussi tourner la balle dans le collectif en prenant des tirs qui restent relativement efficaces, mais pourraient être mieux. Et moi j'ai toujours à craindre que si t'impliques pas assez tes partenaires et si tu monopolises trop, ils sont pas dans le rythme de match, et quand toi t'es pris offensivement, il y a moins de chances qu'ils mettent leurs tirs parce qu'en fait tu leur demandes de mettre 3-4 tirs dans le match, et c'est toujours difficile de se mettre en rythme quand tu vois vraiment peu la balle. À noter aussi, peut-être au niveau des points négatifs, je remarque on n'a pas parlé de la défense. Je pense que première chose, c'est quelque chose sur laquelle on met peu de valeur. Deuxième chose, enfin, encore une fois, je vous ramène aux critères. Deuxième chose, sachant qu'il a pas joué de playoff en plus, la défense de saison régulière, si on commence à disserter dessus, pour tous les meneurs ou tous les mecs responsabilisés, on viendrait les assassiner. Deuxième chose, peut-être un point,
je dirais pas une anomalie, mais les lancers francs, toujours, où il est pas bon au lancer franc. C'est bizarre. C'est bizarre, il est vraiment pas bon au lancer franc. Et à noter, à voir, ça a pas de logique dans son profil, mais il est pas bon au lancer franc. Donc bon. Allons-y. Et là, je remarque qu'on avait dit, oh les gars, ce sera un épisode court et tout, il n'y a pas grand-chose à dire, bien évidemment. Donc allons-y et enchaînons avec le troisième du DH20. Vous l'aurez deviné, on a plus ou moins parlé de lui. C'est Stephen Curry. Stephen Curry qui est un peu le symbole de la constance dans le DH20. 4e en 2020, 4e en 2021, 3e en 2022, 3e en 2023. Ce qui est extrêmement rare d'avoir autant de constance si haut au classement. On y reviendra un peu plus tard. Tom, je vais te lancer en premier avec ta question. Tu avais mis numéro 1 des initiateurs guard size. Est-ce que tu peux nous dire ça en langue de Montaigne? Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, que c'est le joueur le plus petit, c'est le joueur qui est le plus petit qui est le plus haut en vrai. Et même s'il y a d'autres initiateurs, par exemple on a vu Luka Doncic, c'est pas du tout la même taille. Et les deux joueurs qui sont en haut, même si on peut leur conférer un rôle d'initiateur, ben ce sont pas des joueurs, ce sont pas des initiateurs de taille normale. Et en fait, le seul mec qui a une taille d'initiateur classique, c'est Stephen Curry et c'est lui qui est largement le plus haut, quoi. Il y a vraiment une cassure entre lui et les autres. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a une cassure si nette entre lui et les autres initiateurs guard size? Oui. Et surtout, moi, il y a quelque chose qui le différencie beaucoup des autres. Les autres initiateurs guard size et surtout au poste 1 ont un côté un peu plus physique, un peu plus bully près du cercle, notamment où ils vont réussir à être excellents près du cercle, mais parce que ils ont la capacité physique de l'être, parce qu'ils sont lancés. Alors que Stephen Curry est plutôt un joueur qui n'est pas, enfin, il est physique, hein, ça reste un joueur NBA, on se calme, mais pas autant que certains autres qui peuvent exister, et lui brille surtout par sa technique qui est exceptionnelle. Et je pense qu'effectivement, on n'en aura pas souvent. Et monter aussi haut sur des capacités quasi purement techniques avec finalement très peu d'avantages de la nature comparé aux autres monstres, parce que quand on regarde au-dessus, Jokic, Giannis, même Doncic, en termes de taille, c'est pas du tout le même rapport. Ouais, je pense qu'on commence à atteindre ce qui peut se faire de mieux, et du coup, oui, ça peut te permettre d'être au sommet de la NBA, mais je pense que ça te permet pas de t'installer sur le trône durablement, parce que Curry n'a jamais réussi finalement. Bon, il y a eu un LeBron James dans sa période de prime, mais Curry n'a jamais pu s'installer durablement au sommet de la chaîne alimentaire, malgré tout. Moi, j'avancerai les gars. Alors, je suis d'accord avec vous. Je pense il y a toujours, et globalement, dans notre DH20, il fait toujours figure un peu d'exception à sa taille. Dans le fait que il y a peu de joueurs qui se classent si haut en étant si petits. Et je vais y revenir. Je pense qu'historiquement, c'est même une anomalie globalement. Moi, je vous avoue que c'est toujours le joueur pour lequel j'ai le plus de mal à parler dans un DH20, parce qu'en fait, j'ai l'impression que globalement, on sait tous qu'il rend incroyable, et que justement, cette constance fait que on peut pas avoir le débat du déclin. Par exemple, ça, c'est un angle qu'on va ouvrir. On peut pas avoir le débat du déclin comme on l'a eu avec Kevin Durant, comme on l'a eu avec LeBron James. Et de l'autre, on peut pas avoir le déclin, le débat de comment monter la question du succès collectif, parce qu'il a eu le succès collectif. Il était champion encore il y a un an. Donc, j'ai beaucoup de mal à parler avec lui, alors qu'il y a des évolutions. Par exemple, c'est peut-être sa meilleure saison au pull-up. J'ai été voir les... Alors, Irréel. je vais voir les stats au pull-up. Bon, je fais un filtre à sentir tenter, parce que je me dis je veux avoir un peu de volume quand même. Donc il est numéro 1 à 45,1%. Je me dis ça me semble quand même beaucoup. Donc j'ai checké toutes les années qui étaient disponibles pour NBA.com, et c'est simple, c'est numéro 1 à égalité avec Duncan Robinson qui a fait 45.1 l'année dernière. À titre de comparaison, l'année de son 45.1, Duncan Robinson avait tenté 144 tirs à 3 points en pull-up. Stephen Curry en a 337. Donc il en a plus du double. Donc, il a joué quoi, 50 matchs? Oui. 57 matchs? Et il a joué peu de matchs. Donc on reste quand même sur un joueur qui
voilà, on défie un peu les lois de la physique et le meilleur joueur en pull-up de la NBA et on sait qu'on vous donne beaucoup de valeur à ça et pour moi il n'y a pas trop de débat, c'est le meilleur joueur en pull-up de la NBA. Donc oui, j'ai beaucoup de mal à parler de Stephen Curry sauf de dire que c'est un joueur brillant. Et juste du coup, à titre de comparaison, du coup, le numéro 4, Luka Doncic, il en prend plus, bon, 459, et il est à 34,4%, ce qui est déjà, franchement, vu le volume, ce qui est déjà, pour moi, incroyable. Il y a 10% d'écart dans la réussite. C'est lunaire. 10%. C'est et en plus, il démarre, c'est surtout sur la fin de saison, il met tout. En plus, il y a cette capacité à gérer le rythme. Tom, je vais te relancer. Il y a pas de, moi, j'ai pas l'impression d'avoir les signes de, alors non, je vais revenir là-dessus parce que pour moi, on a entrevu des mini signes d'âge dans la série contre les Lakers quand Anthony Davis, après, c'est un mec qui est du coup top 12 des H20. Du coup, c'est ça le problème. Quand Anthony Davis a décidé que la raquette était inaccessible, du coup, il y a eu des difficultés et ça reste un joueur qui est élite à la finition au cercle comme Luka, on l'a peut-être pas dit ça. Mais il y a peut-être certains signes, mais pour moi, c'est incomparable par rapport à d'autres des joueurs de sa génération pour l'instant. Bah, tu vois, par exemple, dans l'épisode précédent, ah non, l'épisode d'avant, l'épisode sur LeBron James, il y avait la notion que LeBron prenait des 3 points par choix parce qu'il peut plus battre ses vis-à-vis et du coup, il était obligé de prendre des tirs à 3 points et les 3 points représentaient une grosse partie de sa fréquence de shoot. Quand tu vois Stephen Curry, au final, même si lui, la vieillesse arrive et il aura moins de jus on ball et encore ça reste à voir parce que c'est quand même quelqu'un qui est un excellent manieur de ballon et qui sait très bien utiliser sa gravité derrière la ligne, bah du coup, il arrive quand même à exploser le volume de 3 points qu'il prend, tu vois, cette saison. Alors, il n'est pas comptabilisé il est pas comptabilisé dans tous les classements parce qu'il a pas il a moins de matchs que le nombre requis pour apparaître dans les statistiques globales, mais Stephen Curry cette année, c'est le joueur qui a pris le plus de tirs à 3 points de la ligue en moyenne avec Klay Thompson. Quand tu prends la moyenne par match, il doit être à 11 et quelques. Et c'est le joueur qui a, encore une fois, la meilleure efficacité. Donc, tu vois, c'est des jeux c'est irréaliste. Et je trouve que là où, comme tu dis, ce qui va faire la différence, je pense, c'est ce qu'il arrive à faire au niveau de la zone intermédiaire. Parce que Stephen Curry, il va toujours pouvoir être en mesure de prendre des tirs à 3 points tout simplement en reculant. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a besoin d'être collé à la ligne pour déclencher ses tirs. C'est quelqu'un qui a quand même une très bonne endurance et qui a qui est dans un bon écosystème pour qu'on puisse profiter de sa notion de relocalisation. On va pas refaire le schéma, hein. C'est-à-dire qu'il lâche la balle, il lâche la balle, il y a un décalage et il retrouve la balle libre quelque part et le 3 points rentre sans même qu'il regarde. Ça on connaît, c'est l'ADN entre guillemets des Warriors. Mais c'est quelqu'un qui s'il n'arrive pas à créer la séparation en avançant, si Stephen Curry est devant toi derrière la ligne à 3 points et il recule, tu vas être obligé de monter sur lui. Parce que tu sais qu'il peut les mettre de très loin. Et je pense que il y aura moins de signes de la vieillesse grâce à cette arme-là parce que même si physiquement il sera moins en capacité notamment de faire tout ce qui est blow-by, la défense va quand même réagir même s'il est passif. C'est là où on est obligé d'en parler. Tu as parlé de la relocalisation, Tom, il y a aussi cette faculté à être off-ball. Je dis souvent que je ponce les stats d'ISO sur les DH20 parce que j'aime bien voir ça, j'aime bien regarder c'est un biais de ma part. J'ai regardé les 20 joueurs du DH20. J'ai fait les 20 joueurs, je me suis dit, ok, il se classe où? On l'a dit que c'était un initiateur de petite taille. T'as le droit de te dire, c'est un profil qui doit jouer quand même pas mal d'ISO. Il est 19e. Il y a que Jokic qui joue moins d'ISO. Bam Adebayo joue plus d'ISO. Anthony Davis, il joue plus d'ISO, ces mecs-là, que Stephen Curry. Et il y a vraiment dans le style de jeu, je me demande si c'est pas aussi ça qui nous le rend un peu difficile parfois je dirais pas à comprendre, mais à classer, c'est qu'en fait, on est sur deux joueurs peut-être aujourd'hui qui ont des styles de jeu extrêmement atypiques pour des joueurs de leur taille et de leur profil en fait. Il est extraordinairement off-ball et bien évidemment, on va pas refaire tout le couplet. C'est ce qui donne de sa valeur en fait en termes de gravité. C'est peut-être, on l'avait déjà dit dans un DH20 ça, ou en off, je sais plus trop. C'est peut-être le seul joueur NBA qui permet à une équipe d'avoir 2 non-shooters en 2023 et de s'en sortir plus ou moins avec à un certain niveau, ça devient peut-être limite, mais il y a que lui, je pense, qui offre ça parce que la gravité loin du ballon est folle en fait, c'est tout simplement, et même avec le ballon en main. Donc il y a de ça aussi, je pense qu'il y a cette relocalisation, cette capacité à
avoir un jeu en fait sur le pick and roll. C'est peut-être le meilleur joueur de pick and roll de la NBA. Il y a un débat. C'est le meilleur. À plus de 5 pick and roll joués par match, meilleure efficacité. Et Moi, il y vraiment a de débat avec loin. Luka Oui. Jokic. et Jokic. Ouais, Luka Jokic, mais du coup, en fait, Luka, il est sur plus de volume, un peu moins d'efficacité. C'est-à-dire que Luka Doncic, il a 1,06 points par possession sur 10 tentatives, et Stephen Curry, sur 7,7 tentatives, il est à 1,14. Mais là, on est dans des niveaux, enfin. Après, l'autre, il peut poser les écrans aussi. C'est ça le problème. Mais oui. Donc, ouais, il y a de ça. Je vous laisse enchaîner, les gars, mais il y a l'efficacité aussi qui est dingue. Et on parle souvent de ce site cleaning de glace où en fait, tout simplement, il y a un petit code couleur. Quand c'est en bleu, c'est pas très bon, et quand c'est en orange, c'est très bon. La stat de Stephen Curry, t'as 15 ans de NBA, il y a que du orange en fait. T'es dans le désert du Sahara, c'est n'importe quoi. Enfin, Il y a du orange au niveau du volume et surtout au niveau de l'efficacité c'est où ça. il est rarement en dessous du 90e centile. Et, Rarement. et, Rarement à son poste. Et ce qui est ouf, en fait, finalement, dans Stephen Curry, parce que là, on parlait de Luka Doncic et on se disait, tiens, quand même, off-ball, etc. Curry, avec le ballon, t'as pas envie qu'il l'ait, et sans ballon, t'as un problème avec la gravité qu'il génère et tous les déplacements qu'il fait, parce que l'endurance qu'il inflige à la défense, c'est fou. Donc, en fait, dans les deux sens, c'est un problème pour ta défense. Là où tu peux te dire, bon, quand Doncic il se fatigue et qu'il lâche la balle, ça va un peu mieux se passer pour moi. Mais Curry, ce n'est même pas possible, parce que en fait, s'il reçoit le ballon pour du coup un catch and shoot ou autre chose, mais son efficacité, c'est pareil. Son efficacité, elle est dingue. 1,33 points par possession. S'il reçoit la balle et qu'il tire alors qu'il l'avait pas à l'origine, 1,33 points par possession. C'est là où, Tom, peut-être on est face à un truc assez, comme l'a dit Madiane, on est face à un truc assez étrange, c'est que c'est peut-être le meilleur joueur off du DH20, ce qui est ultra paradoxal parce que quand on parle souvent des petits joueurs du DH20 entre guillemets par la taille, il y a pour tous, il y a des questions off-ball, pratiquement pour tous, et lui est peut-être le meilleur joueur off-ball du DH20. Bah oui, après c'est surtout que c'est l'un des rares joueurs du DH20 où son jeu off-ball est beaucoup utilisé tout simplement parce qu'il y a un autre bon manieur de ballon à côté de lui, quoi. Enfin, il y a, enfin, un joueur comme Draymond Green, il sait très bien utiliser la gravité de Stephen Curry et du coup, ça permet aussi de magnifier ce côté du jeu de Stephen Curry. Donc, je pense que c'est un peu cette notion d'écosystème qui fait que il arrive à être bon dans les choses classiques qu'on attend d'un premier initiateur, mais il a des joueurs qui permettent de mettre en valeur l'une de ses caractéristiques principales qui est le tir. Et du coup, moi, ça me pose aussi la question du fait que aujourd'hui, de plus en plus, Stephen Curry délaisse en gros le playmaking. Est-ce que ce serait pas ça en fait Alors oui, il y a la notion du playmaking sans ballon avec sa gravité, mais la notion de créer des passes. Et on se rend compte que de plus en plus, Stephen Curry, à travers les années, la plus grosse partie de son taux d'usage va provenir essentiellement du scoring et il y aura un peu moins de passing. Donc, est-ce qu'il est capable du coup de se remuer, enfin remuer dans le sens muer de nouveau, pas remuer secouer, en joueur capable aussi d'augmenter entre guillemets son passing quand l'équipe en a besoin. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de le faire par rapport à Draymond Green. Mais si par exemple, dans les cas où Draymond, notamment pour des raisons offensives ou de baisse de niveau, de faute technique, plus être sur le terrain, est-ce qu'il pourra être en mesure de faire, enfin, de récupérer une partie de sa valeur sur du playmaking balle en main et non sur de la course? C'est vrai, c'est une capacité là où il est délaissé. C'est peut-être du coup le point fort et le point faible du profil dans le sens variation dans le classement des H20. C'est vrai que tu l'as dit, Tom, il délaisse de plus en plus ça. Et je pense que du coup, là encore une fois, c'est là où c'est difficile de juger dans le contexte. C'est la manière dont sont construits les Warriors pour tirer
pleinement bénéfice. Peut-être, et je sais que c'était un angle que tu avais mis en avant, Tom, de limite collective, en fait, peut-être, parce que l'équipe des Warriors de cette année n'était pas incroyable. Et elle a eu besoin d'un Stephen Curry il y a 2 ans pour aller tutoyer le titre. Et c'est que les fans des Warriors ont beaucoup apprécié le fait qu'on n'était pas fans de leur équipe cette année. Et du coup, il y a peut-être de ça, je pense, Tom. Le fait de moins le responsabiliser au playmaking, je pense que c'est plus un choix collectif. Est-ce qu'il est encore capable de le faire? Je sais pas. On aimerait dire oui, c'est juste qu'il le fait pas. Ouais. Encore une fois, c'est un truc tout con, hein. On peut se plaindre qu'un gars fasse que des dunks, mais s'il a la possibilité de faire un dunk, on va pas lui demander de refuser le dunk, de faire un step back, un fadeaway, juste pour voir qu'il peut le faire, tu vois. Exactement. Ça se finit mal pour les joueurs qui refusent un dunk, pour ceux qui ont la référence. Qui du coup sont très loin du DH20. Ouais, je te laisse enchaîner, Madiane. Justement, moi, c'est une question qui se pose sur quelle version on aura des Warriors cette année, parce que finalement, pour moi, les Warriors et Stephen Curry, c'est vraiment lié. C'est vraiment les deux sont intrinsèquement liés. Le jeu des Warriors n'existe que parce que Stephen Curry existe. S'il n'y a pas Stephen Curry, ça ne peut pas marcher. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il y a une vraie idée derrière, par exemple, le fait d'avoir un Chris Paul dans l'effectif, qui moi, en fait, de base, je suis sceptique. Je demande à voir parce que moi, j'ai du mal à comprendre. Pour moi, la cohabitation, je sais pas. Mais est-ce qu'il y a une vraie idée derrière? Ou est-ce que non, ils vont rester sur la version classique, mais du coup, où je pense que le déclin d'un Draymond Green va forcément forcer un Stephen Curry à sortir du bois et peut-être nous montrer plus de limites que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, où là les limites on les voit pas encore liées à son âge. Et moi je suis je demande à voir en fait ce qui va se passer, parce que peut-être qu'il y a une vraie idée derrière qu'on ne voit pas, et je veux bien qu'on me la démontre, de faire jouer un Chris Paul pour décharger Stephen Curry du ballon, mais moi je commence à me dire que la sanction défensive sera trop violente. Après, son C'est limite, des questions, hein. après, ça dépend. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le débat, mais enfin, juste simplement pour Mhm. parler de ça. Pour moi, en fait, Chris Paul, s'il reste dans le projet, c'est vraiment pour les minutes sans Stephen Curry, en gros, hein. C'est les minutes quand Stephen Curry est sur le banc, t'as Chris Paul, quoi. C'est ça où du coup, t'as un plancher avec des joueurs un petit peu plus classiques qui sont pas forcément dans le mood Warriors. Donc, du coup, tu leur mets un meneur de jeu classique et t'as du coup des shooters, un gars qui fait du pick and roll, une menace de lob et des trucs comme ça, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une théorie du canon de verre avec les deux? En fait, c'est pour ça. Moi, je me suis posé la question de est-ce qu'il n'y a pas un moment où ils vont se dire on a des line-up où notre but c'est d'être le plus fort possible offensivement. Ce qui pourrait être une théorie. Mais moi, je suis sceptique et j'ai du mal à voir les deux sur un terrain. Et pour moi, de base, l'idée, s'il le garde, c'est sortie de banc. Rendez-vous au preview. J'ai envie de vous dire. C'est ça. Euh, C'est ça. pour revenir peut-être sur l'idée de... Moi, c'est un truc dont j'ai pas arrêté de vous parler pendant les 24 dernières heures. Je me demande si, les gars, la constance de Curry dans le DH20 veut pas un peu dire plus de notre classement que de Stephen Curry en lui-même. C'est-à-dire que je me demande s'il n'y a pas un plafond de verre sur un joueur de cette taille. Tout simplement parce qu'en fait, quand on regarde historiquement dans le DH20, il y a que des ailiers ou un pivot. En gros, c'est soit Jokic, soit des ailiers qui sont devant, or que ça soit LeBron, Durant, Kawhi ou Giannis plus récemment. Est-ce qu'on admet ça? Est-ce qu'il y a un un plafond pour les joueurs de petite taille? Je vous avoue que moi, je me suis dit, allez, si tu avais fait le DH20 depuis 20, 30, 40 ans, qui aurait été premier chez les meneurs? Et je pense que, alors, excusez-moi, c'est pas le niveau Ben Tayloresque de l'analyse, mais le basket est un sport de taille où la taille est extrêmement importante, et je me demande à quel point, par exemple, on parlait de cette faculté à avoir plus de playmaking. Imaginons qu'il retrouve beaucoup de playmaking, les gars. Est-ce qu'on le met numéro 1, du coup, Stephen Curry? J'ai l'impression que on est toujours d'accord sur le fait qu'il soit dans l'élite, mais il n'y a jamais ce pari de le mettre numéro 1. Je me demande si c'est pas nous, notre manière de classer, qu'on a tendance à pénaliser son profil. Je pense qu'il monte tout simplement parce que de toute façon, de point de vue tir, il peut pas aller plus haut.
Et en fait, c'est ça un peu qui est assez, je vais pas dire bizarre, mais qui est assez à nuancer. C'est que d'un point de vue efficacité et volume, si tu prends que ça, Stephen Curry, il est très en haut mais vraiment très en haut de la pyramide, vraiment. Puisque il a tout il a tout ce que globalement on valorise. Il a les accomplissements en playoff, il a le style de jeu, il a l'efficacité, il a le volume, il a le passing, même si ça se traduit pas forcément par du playmaking direct, et il a la menace off-ball. Il a tout. Il a tout. Et bah du coup, enfin, c'est simplement que peut-être on trouve peut-être plus exceptionnel ce que d'autres joueurs plus grands arrivent à faire en fait. Et il faut regarder historiquement parce que Curry se classe dans les plus grands meneurs de l'histoire de la NBA. Là, on est sur un joueur dans le classement des meneurs. Et il y a des débats sur le numéro 1 qui commence à rentrer. Je rappelle la taille du numéro 1. Le numéro 1, entre guillemets historique du classement des meneurs, il fait plus de 2 mètres. Oui. C'est pour ça que on peut parler de limite, c'est-à-dire que même chez les meneurs, la catégorie théoriquement où on parle quand même des plus petits joueurs sur le terrain, théoriquement, bah, le numéro 1, il fait plus de 2 mètres. Il y a un moment, c'est le basket et à sa taille, est-ce qu'il y a eu un joueur de sa taille qui a atteint son niveau? Pour moi, le débat est ouvert parce que j'ai vraiment du mal à envisager quelqu'un d'autre à sa taille qui a atteint un tel sommet dans l'art du basket. C'est vraiment exceptionnel sa carrière. Parce que tu vois, même théoriquement, on n'a pas parlé de sa défense, parce qu'en l'occurrence, défensivement, il est meilleur que Luka, par exemple. Si on fait une Oui, comparaison, largement. il est Oui. largement meilleur que Luka défensivement. Il n'y a pas de débat sur ce point-là. Et défensivement, je trouve qu'avec l'âge, l'intelligence de jeu et bon, un contexte collectif, on parlait de Lillard il y a quelques épisodes, bon, on est quand même globalement aux extrêmes en termes de contexte collectif. Curry avait ce défaut d'être accusé d'être frêle, etc. Il y a eu un développement du haut du corps, faut en parler, ça, ce qui allait aider à finir au cercle, etc. Il y a eu un développement à ce niveau-là, et ce qui fait que défensivement, c'est un joueur qui, je pense, c'est moyen, voire un peu plus, ce qui est quand même, pour un joueur avec ce volume-là et ce profil, c'est extrêmement intéressant. Mais même si défensivement, il viendrait augmenter son volume, je sais pas, et là, c'est, j'avoue mes biais, j'avoue ma subjectivité, je sais pas si je le considérerais, si je le mettrais un jour numéro 1, tu vois. Après, je pense que ce qui a changé aussi avec Stephen Curry, notamment sur la partie défensive, plus que son niveau qui a augmenté, c'est la différence de niveau avec les autres qui Creuser. s'est raccourci. Parce qu'en fait, dans les années de prime Golden State, même si Stephen Curry c'était pas un mauvais défenseur, c'est juste que les autres étaient tous élites et lui il était juste au niveau de la moyenne. Donc du coup, c'est ça aussi, quand tu es avec des défenseurs élites à côté de toi, bah c'est sûr qu'on va essayer de t'attaquer et ça veut pas dire que t'es pas bon, c'est juste que tu es à ce point moins bon que les autres. Et là en fait, avec tu vois un peu la régression de ce côté du terrain de Klay Thompson, avec du coup Andrew Wiggins qui n'est pas André Iguodala de ce Ou côté-là du Kevin terrain, Durant. et Kevin Durant non plus. Donc tu vois, je pense que ça joue aussi en sa faveur. Mais un peu comme toi, c'est vrai que il n'a pas été. Enfin, je pense qu'il y aurait pu avoir un débat 2015-2016 et encore, LeBron était phénoménal. Mais je pense que là, le wagon pour le titre potentiellement de meilleur joueur du monde est passé pour lui. Même si c'est quelque chose qu'on entendra et que ça restera accolé avec. Je pense qu'il sera jamais il sera plus jamais le numéro 1 unanime. C'est-à-dire qu'on dira à la fin de la saison, c'est Stephen Curry le meilleur joueur. Mais je pense que ça restera quand il sortira une perf, c'est le meilleur joueur du monde et il y aura pas grand chose à dire quoi. Parce que je vais te lancer, Madiane, mais même au niveau, on l'a dit, l'importance des résultats collectifs pour nous. On dit que c'était quelque chose de très important. Quand on regarde le classement du DH20 de l'année dernière, donc on a la sortie du titre de Curry, il est deuxième en fait. Du DH20, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il est deuxième du DH20 des auditeurs, et en termes de points, il est pas très loin de Jokic troisième. Il est pas en bataille pour la première place. Il est plus proche du troisième que du deuxième. Et là, une année après, il n'y a pas eu de titre. Collectivement, ça a été beaucoup moins bon avec ces playoffs très difficiles. On a vu les limites collectives et il se retrouve troisième du DH20. En fait, il perd une place alors que collectivement, la saison n'a rien à voir. Donc, il y a peut-être, je pense, même ce consensus aussi au niveau des auditeurs où il est jamais considéré comme le premier.
Oui, et c'est quelque chose qui est toujours difficile à évaluer en fait avec ce joueur, c'est qu'à les limites en fait de ce qu'il peut apporter, de son rôle, où quand on regarde un LeBron Prime, un Giannis, un Jokic, il y a un côté omnipotence dans tout ce que fait l'effectif. C'est-à-dire que vraiment, tu as l'impression qu'ils ont la main sur ce qui se passe et la vie et la mort de ce collectif. Ce qui est moins le cas avec un Curry, qui en fait, de par ses capacités physiques et techniques, en fait, va lui plutôt comme une symbiose avec c'est les autres joueurs qui composent son effectif, jouer avec eux. Mais en fait, t'as pas l'impression de voir le leader qui prend le train et qui le porte sur son dos et qui tire tout le monde. C'est une impression visuelle parce que en fait, dans les faits, c'est du même niveau que les autres. Dans les faits, dans les stats et dans ce qu'on voit et dans ce qu'il apporte, c'est du même niveau. Mais dans l'impression que tu en as en regardant, tu as moins cette impression de je prends l'effectif en main et c'est moi qui tire le train. Ce qui est faux Euh, en soi, mais je pense que cette impression visuelle auprès du grand public joue en sa défaveur aussi. C'est que on a beau dire et redire que Curry est ce qui permet à cette équipe des Warriors d'être aussi forte, c'est l'impression visuelle n'est pas aussi impressionnante que d'autres joueurs plus prégnants finalement visuellement dans l'impression que laisse l'équipe. Ah, là, je vais te lancer, Tom, mais là, je serais pas d'accord. Je pense que moi, quand t'es parti sur Omnipotent, j'allais penser vraiment sur l'aspect défensif où c'est les autres joueurs à leur prime. Alors, un peu moins avec peut-être Jokic, mais tous les autres, en fait, t'as cette sensation qu'en plus défensivement, ils vont être dans le playmaking, ils vont faire des choses, etc. Là où Curry le fait moins, en fait. Mais en termes d'omnipotence et de faculté à être extrêmement bon, et d'impression de domination, pour moi, il est dans cette catégorie-là, personnellement. Oui, c'est pas de la domination classique, totalement balle en main, quoi. Mm. Là où peut-être visuellement, tu vois, la domination par exemple, de Luka Doncic, elle est palpable possession par possession, tout simplement parce que tu vois qu'il a la balle en main, c'est lui qui crée tous les décalages et tout ça. Là où Curry, il peut te le faire balle en main, il peut te le faire sans ballon, il peut te le faire avec la relocation, Mmh. et du coup, tu as moins de, euh, comment dire, ça paraît moins visible et ça paraît moins compliqué, je trouve. Enfin, peut-être que c'est ça, hein. Mm. Alors, je sais pas, pour moi, c'est pour moi, c'est très difficile de, d'impacter le jeu à différentes facettes, puisque la diversité, elle est quand même importante dans les façons dont Stephen Curry impacte le jeu. Mais c'est vrai que peut-être que d'un point de vue visuel, la notion de pounding est plus impressionnante que ce que fait Curry, peut-être visuellement, même si Et, je partage pas ça. et défensivement, tu vois, tu as mentionné LeBron James. LeBron James, à son prime, en saison régulière, il y avait des clowneries en défense. Ah, mais là, On a... c'est peut-être notre Mais vieux visuellement, playoff. mais tu vois, tu as cité LeBron James, alors que vraiment, LeBron James est un mauvais exemple défensif pendant sa période Cavaliers, notamment en saison régulière. Il y a eu un peu plus de sérieux à un moment chez les Lakers, mais vraiment, LeBron James, la deuxième période Cavs de LeBron James en défense, elle est quasiment à jeter sur les matchs de saison régulière parce que il s'en foutait. Mais pour moi, c'est un peu la jurisprudence triangle défensive entre ce que tu fais pas parce que tu peux pas le faire et ce que tu fais pas parce que tu veux pas le faire. En fait. Et je pense que il y a un peu de ça avec LeBron si tu prends cet exemple-là, par exemple. Mais les gars, on a dit beaucoup de choses. Je sais pas si vous rajoutez quelque chose. Moi, j'ai un élément Euh, parce que, ouais. vas-y Tom, vas-y. Bah, je trouve que voilà, c'est encore une fois les trucs qui sont sous-estimés encore pour Stephen Curry, c'est à quel point il est au-dessus de la moyenne au scoring. C'est-à-dire que Mmh, ça, c'est la différence, la différence entre la moyenne et ce que fait Stephen Curry. Et je pense que, en gros, on peut avoir tendance à se dire, ok, il est très bon offensivement, mais il n'est pas juste très bon offensivement, il est vraiment historique. élite offensivement, et c'est vraiment historique en fait ce qu'il arrive à produire offensivement. Et même si parfois on peut avoir des joueurs qui sont aussi très bons offensivement, mais ça n'a rien à voir avec Stephen Curry, quoi, en termes de volume et d'efficacité, il y a rien à voir. Et c'est peut-être ça aussi qu'on a du mal à mesurer entre, tu vois, le très bon, le très très bon et vraiment le gars élite. Et Et la différence entre ça peut paraître ça peut paraître peut-être
minime, tu vois, Mais ça l'est pas. tu vois, quand un gars qui est très haut est un gars qui a, allez, il va être 3-4% au-dessus, mais c'est énormissime. C'est vraiment énormissime. C'est là où, tu vois, pour finir sur cette notion de Curry jamais considéré premier, c'est là où on a peut-être du mal avec ça parce que sur ce terme de profil de meneur qui a une limite, en soi, ce qu'il fait, c'est totalement dans l'anomalie. C'est-à-dire en termes de Oui. réussite, etc. C'est totalement dans l'anomalie. C'est peut-être que lui pousse cette limite dans ses derniers retranchements qui nous amène à se poser cette question. Je regardais le détail des votes de 2022 du DH20 pendant qu'on enregistrait pour voir ça. Et c'est vrai que 2022, où il sort de finale NBA, où il est incroyable, etc. Stephen Curry, en 2022, dans le vote des auditeurs, il a plus de 5e place que de première. Mm. Il a plus de 5e place que de première. Cette année, Stephen Curry, il a plus de 6e place que de première. C'est-à-dire que globalement, il est jamais considéré comme ça et peut-être que oui, on a du mal à prendre en considération le fait que il pousse les limites de ce qui peut être compris. Non, pas de ce qui peut être compris, mais il pousse les limites statistiques en fait, tout simplement en termes de volume, en termes de réussite et peut-être que ça, on l'apprécie peut-être pas à sa juste valeur. C'est pour ça que moi, j'ai voulu ouvrir en préambule en disant que si demain vous venez nous dire en commentaire YouTube et venez le faire que c'est le meilleur joueur du monde, j'entends cet argument en fait. Oui. Il y a pas vraiment de discussion. Enfin, ça s'entend clairement, quoi. Et c'est justifiable. C'est si vous me dites qu'il est pas top 7-8 où là je commence à me dire et bref. D'ailleurs, c'est là où je vais finir là-dessus, c'est là où j'apprécie beaucoup le DH20 parce que il y avait un espèce d'argument Stephen Curry est sous-coté, on a 4 ans de données de vote du public. Alors je dis pas que notre vote est parfait, hein. Il est loin, il y a des biais, c'est les gens qui nous suivent sur Twitter, qui écoutent notre podcast, donc il y a un moule, je dirais, au niveau de la manière de regarder la NBA. Stephen Curry a toujours été dans le top 5 des votes des H20. Donc moi, par contre, je veux pas qu'on ait le discours inverse à dire qu'il est pas respecté, parce que pour moi, il n'y a pas de données ou dans les classements des autres, etc. Je vois pas. C'est parce qu'en fait, il y a peut-être des critiques qui sont très, très Il a des très remuants. bons haters. Il y a des bons haters, en fait, c'est peut-être ça. Mais moi, il n'y a pas de données qui m'amènent à penser, dans notre petite bulle à nous, qu'il est sous-coté. Après, tu dis, tu vois, il est souvent top 5, mais il est rarement top 1, tu vois. Je pense que c'est peut-être pour ça, là où certaines personnes pensent qu'il est top 1 de très loin. Je pense que c'est là où le bas blesse. Peut-être pas le bas blesse, mais que le distinguo se fait, où pour une certaine partie des observateurs NBA, il devrait être, enfin, c'est le meilleur joueur du monde de très loin. Là où il y a le consensus que c'est un top 5 NBA à tous les coups, quoi. C'est Il là peut où... pas aller plus bas que ça. C'est là où il faudrait peut-être faire. Alors, je demanderais. On fera ça peut-être pour l'année dernière en termes l'année dernière, bien sûr, l'année prochaine, avant de terminer, en termes de première place globale dans l'histoire du DH20. Je pense il sera peut-être pas dans le top 5. Et c'est peut-être là où effectivement il y a quelque chose à trouver. De tête, je pense que Jokic a eu plus de première place, Giannis a eu plus de première place, LeBron a eu plus de première place, KD a eu plus de première place, je pense, de tête, facilement. Eh bien, on va conclure là-dessus, les gars. C'est l'épisode le plus long alors qu'on avait que 2 joueurs et que j'ai quand même dit en ouverture de Stephen Curry. Je n'arrive pas à parler de Stephen Curry. Comme quoi, on se dépasse à chaque fois. On va faire le rappel classement et là, il devient de plus en plus long, donc je prends une encore plus grande respiration. Nous avions à la 20e place du DH20 2023 De'Aaron Fox, 19e James Harden, 18e Jaylen Brown, 17e Paul George, 16e Bam Adebayo, 15e Ja Morant, 14e Donovan Mitchell, 13e Shai Gilgeous-Alexander, 12e LeBron James, 11e Anthony Davis, 10e Damian Lillard, 9e Kevin Durant, 8e Joel Embiid, 7e Devin Booker, 6e Jason Tatum, 5e Jimmy Butler, 4e Luka Doncic, et nous venons de finir avec Stephen Curry, 3e. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce classement, je vous invite à aller écouter les autres épisodes. Et si vous vous dites, mais où se trouve Kawhi Leonard? Je vous invite à écouter le premier épisode du DH20 où on vous explique ce qu'on a fait de Kawhi Leonard. Parce que vous pouvez vous dire, il reste 2 places et je peux deviner qui sont les 2 premiers. Donc, où est Kawhi? Eh bien, on l'explique ça dans le premier épisode. Les gars, on arrive bientôt à la fin. On espère que vous avez apprécié cet épisode. Là, on est sur
des épisodes où on rentre encore plus dans des questions sans trop s'attarder sur les aspects peut-être plus, je sais pas, attributs du joueur, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on connaît ces joueurs-là si on suit beaucoup le basket, mais ils renvoient tous à des problématiques qu'on aime bien parfois les soulever. Donc on vous remercie de votre fidélité sur ce mois des H20. Je vous invite, comme je le fais à chaque fois, à nous écouter sur votre plateforme de podcast préférée ou à nous regarder sur YouTube. Au niveau des arrière-plans, on est très soft. Aujourd'hui, Tom est toujours dans un blanc parfait, comme à chaque fois. Donc, en tout cas, on vous remercie de cette fidélité. Et puis, on se retrouve très vite pour le 8e et dernier épisode du DH20 qui... Alors, il y a eu quand même beaucoup de sous-entendus en cet épisode, mais bon, bref, qui va finir premier du DH20 cette année. Et puis, d'ici là, portez-vous bien et on vous souhaite une bonne semaine. Salut! Tchuss! Salut!